Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de découvrir des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un sociologue et théologien qui travaille au lancement d'un laboratoire de la transition intérieure. Michel-Maxime Heger, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes connu comme un spécialiste des questions de justice entre le Nord et le Sud. Vous travaillez pour l'ONG Pain pour le Prochain en Suisse romande. Pour vous, quel est le signe le plus évident du réchauffement climatique ? Alors là, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais c'est certainement il y a d'abord la perte de biodiversité. Et puis bon, alors très concrètement, on a vu cet été, je veux dire, il y a eu des records de chaleur à peu près partout dans l'hémisphère nord. Ce n'était pas uniquement localisé. Et puis il y a toutes ces catastrophes qui se démultiplient, catastrophes naturelles. Il y a aussi, puisque nous travaillons sur la justice globale, à Pain pour le Prochain, eh bien, on a des contacts avec des paysans au sud, en Afrique, et qui nous disent effectivement qu'il y a des problèmes qui sont dus à ce réchauffement. Voilà, la perte des rendements, le fait que le temps de la soudure, on ne sait pas trop quand va arriver la pluie, et ça complique beaucoup la vie des paysans, et ça fragilise beaucoup les écosystèmes. Alors depuis 2 ans, vous occupez à Pain pour le Prochain un poste de responsable d'un laboratoire de la transition intérieure. Lorsqu'on entend ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Alors peut-être, pour bien comprendre, il faut d'abord un petit peu expliquer ce qu'on entend par transition. Alors, la transition, moi j'aime bien utiliser toujours l'étymologie des mots. Alors l'étymologie latine du mot transition, c'est transire, ça veut dire aller au-delà. Donc en fait, la transition, c'est c'est un passage, comment on va aller au-delà d'un système socio-économique, qui est le système socio-économique dominant, je te dirais, qui est dopé aux énergies fossiles, qui est un système de démesure, qui est aussi centré sur le consumérisme, et qui détruit le vivant, qui détruit la vie. Comment on va passer de ce système à des sociétés, je dirais, de sobriété heureuse, qui alors elles vont respecter les limites de la planète et vont être fondées sur de la qualité de liens plutôt que des accumulations de biens. Donc là, il y a 2 niveaux. Il y a à la fois la transition écologique, puis en même temps la transition intérieure, qui serait une sorte d'écologie intérieure et non pas extérieure. Oui, c'est-à-dire, alors si on prend vraiment cette définition et ce passage, on voit bien qu'on est au-delà de ce qu'on appelle le développement durable. Ce n'est pas juste d'améliorer le système existant, c'est vraiment un changement de paradigme. Et pour ça, eh bien, il faut aller aux racines des problèmes. Et ces racines, elles sont psychologiques, elles sont culturelles, elles sont spirituelles. Et le laboratoire, on va explorer ça, non pas de manière théorique, mais en ouvrant des espaces d'expérimentation pour voir ce que ça peut signifier au niveau personnel et au niveau de l'engagement de chacun pour cette transition. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de ce laboratoire ? Alors, dans le cadre de ce laboratoire, on va proposer, d'abord, il y a des activités, je dirais, de sensibilisation. Alors ça, c'est des conférences, c'est des tables rondes, ça peut être comme ça des week-ends, on fait des week-ends d'éco-spiritualité où on va explorer, peut-être d'une manière un petit peu plus théorique, théologique, spirituelle, ces différentes, tout ce que ça recouvre, cette transition intérieure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois à cheval, parce que Pain pour le Prochain est un organisme réformé, vous êtes à la fois à cheval sur les paroisses, puis en même temps aussi très ouvert à être présent dans toutes sortes de lieux possibles. Oui, alors le laboratoire, il est vraiment à l'interface entre les milieux d'église et les milieux de la société civile. Et là, je dirais, bon, on a ces activités de sensibilisation, mais on a aussi, alors ce qui est encore plus important, ce que moi j'appelle des activités de formation, c'est-à-dire des ateliers d'une plus longue durée, où là, alors on va ouvrir des espaces d'expérimentation, d'exploration, pour mettre les personnes en mouvement, et puis aller, voilà, découvrir à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça signifie cette transition, aller travailler sur des sentiments comme l'impuissance, le découragement, le désespoir, la tristesse, qui souvent sont des sources en fait d'apathie, mais comment on peut composter ces émotions pour en faire des ressorts de l'engagement. Voilà, il y a toute une série de pistes comme ça qu'on offre pour, au fond, nourrir l'engagement des personnes pour la transition. Concrètement, qu'est-ce qui vous a fait quitter ce plaidoyer, ce rôle d'avocat que vous aviez par rapport à la justice nord-sud ? On vous connaît en Suisse romande par toute une série d'éditos, de prises de position, pour entrer dans quelque part une démarche beaucoup plus intérieure et on pourrait presque dire intimiste. Alors, de point de vue personnel, je dirais que tout mon chemin depuis plus de 30 ans, il y a vraiment 2 axes. Il y a un axe d'engagement citoyen, éco-citoyen, en particulier pour la solidarité nord-sud, et puis il y a un autre axe qui est un chemin spirituel, un chemin d'approfondissement, de transformation de soi, qui, à mon avis, qui pour moi est complètement lié à
cet engagement pour la transformation du monde, pour moi c'est vraiment l'inspire et l'expire, c'est une respiration, et qui m'avait amené dans ce travail spirituel à aussi pas mal écrire, travailler sur les dimensions intérieures de l'écologie. Et là j'ai eu l'opportunité, invité par Pain pour le prochain, à créer ce laboratoire qui me permet en fait de nouer les deux choses. De nouer les deux choses, et puis de pouvoir vraiment travailler très concrètement pour vraiment incarner toute cette réflexion, tout ce chemin spirituel, pour faire émerger ce que j'appelle une nouvelle forme d'engagement qui est le méditant militant. Vous avez publié ces dernières années un livre qui s'appelle « La Terre comme soi-même », donc on voit bien la référence au fait d'aimer son prochain, mais aussi en même temps d'aimer la Terre. Concrètement, vous invitez à relire la tradition chrétienne. En quoi est-ce qu'elle a failli du point de vue de l'écologie, cette tradition chrétienne, cette foi chrétienne? Alors il y a différentes choses. Alors d'abord c'est une relecture critique, mais c'est aussi une relecture qui va mettre en évidence tous les potentiels de la tradition chrétienne dans son histoire, sa théologie, pour justement l'engagement écologique. Alors en quoi elle a failli? Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a dans la tradition chrétienne, en particulier en Occident, un certain nombre, à un moment donné, de postures ou d'interprétations des textes. Je pense en particulier à Genèse 1,28. C'est le fameux « dominer la terre ». Voilà, dominer la terre, qu'on a pu interpréter d'une manière un peu, finalement, j'aurais envie de dire, despotique, même si ce n'est pas vraiment le sens profond et spirituel du texte. Donc, c'est vrai que, du point de vue, en tout cas, sociologique de l'histoire de l'Église, il y a là vraiment, et il y a un certain nombre de textes ou de versets bibliques qui peuvent inviter à une posture qui n'est pas vraiment écologique. Donc là, il y a un travail là-dessus. Et puis, il faut dire que les églises, quand même, globalement, ont tardé à prendre vraiment à bras le corps cette question écologique. Heureusement, depuis maintenant 20-30 ans, il y a un vrai réveil, il y a un vrai effort. Donc voilà. Alors, si vous voulez, mais en même temps, la tradition chrétienne, et moi je pense en particulier à la tradition du christianisme oriental à laquelle j'appartiens, eh bien, offre toute une série de potentialités. Il faut aller justement retrouver chez les pères de l'Église, dans toute cette tradition, tous les éléments qui justement permettent de fonder une écologie chrétienne pour aujourd'hui. Concrètement, quels seraient, à votre sens, les grands axes de cette écologie chrétienne à laquelle vous appelez chacun à souscrire? Alors d'abord, je pense qu'il y a un premier grand axe, c'est vraiment ce travail de changer notre regard sur ce qu'est la création, sur ce qu'est la nature. Donc on quitte une sorte d'objectivation ou de dévalorisation un peu mercantile de la création. Oui, parce qu'en fait, finalement, la création, la nature, si on regarde le système économique dominant qui en fait est à l'origine de la destruction de la Terre, eh bien, il a considéré la nature comme un stock de ressources, comme un objet, comme une marchandise. Et là, je crois que dans la tradition chrétienne, on a toute une série, et biblique, on a beaucoup de ressources pour réenchanter finalement la création, c'est-à-dire lui redonner une âme, et non plus la regarder comme une simple réalité matérielle, mais vraiment comme un mystère habité d'une présence divine, et qui du coup invite à un respect. Un respect vraiment, un respect profond, qui est belle, donc elle invite à l'émerveillement, c'est un don, elle nous invite à la gratitude, et puis finalement on pourrait dire qu'à travers chaque créature, Dieu nous parle, et donc la parole, répondre d'une parole, c'est la responsabilité. Ça, c'est un premier grand axe. Donc là, si je vous comprends bien, il y a vraiment cette invitation à redécouvrir non pas l'être humain comme quelqu'un de séparé de la biosphère ou du cosmos, mais quelqu'un qui est profondément uni à la fois avec le cosmos, mais aussi avec la personne de Dieu. Voilà, donc là, il y a vraiment un deuxième grand axe qui est de révisiter ou de changer notre regard sur l'être humain et pour retrouver la juste place de l'être humain dans la création. Et c'est vrai que dans ce système économique, on a un vrai dualisme, c'est-à-dire que l'être humain, c'est considéré en dehors de la création, de la nature, au-dessus de la nature, au centre de tout. Et là, on a en particulier à retrouver ce lien ontologique profond, c'est-à-dire lié au plus profond de notre être, avec la nature. Et là, je pense à Genèse, ce verset de la Genèse, où Dieu, en fait, va façonner l'être humain avec de la glaise. Et donc, ça nous rappelle que nous sommes des terreux, que nous sommes des glébeux, que nous sommes faits, nous sommes habités, faits des règnes minérales, végétales, animales. Et donc, ça nous amène à une posture d'humilité. Vous savez, humilité, c'est l'humus, la racine de l'humain, et on retrouve le mot terre. Et en fait, on comprend aussi du coup que nous ne sommes pas séparés, mais que nous sommes profondément un avec la terre, et que, dans une relation d'interdépendance, et donc que ce que nous faisons à la terre, d'une certaine manière, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et inversement. Et donc là, on entre aussi dans une grande vertu écologique qui est la compassion.
Vous évoquez aussi l'importance de se redécouvrir dans votre livre La Terre comme soi-même, comme intendant de Dieu dans la création. Ça, c'est aussi un axe aujourd'hui qui est porteur. Oui, alors ça, c'est un des grands, je dirais presque, ça c'est Genèse 2.15, l'être humain qui est posé dans le jardin pour garder et cultiver le sol. Donc ça, c'est un peu la posture de l'être humain comme intendant, comme jardinier, qui est sans doute la posture dominante aujourd'hui dans l'écologie chrétienne. Donc oui, c'est très beau, ça veut dire que là, on est vraiment, parfois je fais des ponts entre toute cette approche théologique et puis des courants très importants aujourd'hui comme la permaculture. La permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'autre, avoir le souci de l'équité. Eh bien, je dirais que là, on a, avec cette posture de l'intendant et du jardinier, une forme de permaculture chrétienne par rapport à la question écologique. Alors, on voit bien comment est-ce que vous revisitez cette tradition chrétienne dans une perspective d'éco-spiritualité ou d'écologie chrétienne, comme vous venez de le dire, mais concrètement, ça veut dire quoi en lien avec votre laboratoire de la transition intérieure? Vous avez parlé tout à l'heure de valoriser la figure du méditant militant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, au niveau du laboratoire, comme je le disais, on va ouvrir des espaces d'expérience. Et en fait, l'idée, voilà, Pain pour le prochain, un de ses slogans, c'est d'encourager les personnes à agir pour la justice. Alors c'est vrai qu'au niveau du laboratoire, on encourage à agir, mais je dirais qu'on essaie de développer les ressorts intérieurs et les ressources intérieures pour l'engagement. Alors, ça peut être, nous, on va proposer très concrètement, ça c'est des projets qu'on a pour l'année prochaine, par exemple, un parcours de 4 journées, vivre la transition à la ferme. Donc c'est à la fois une immersion à raison d'un samedi par saison dans la vie d'une ferme bio de la région du canton de Vaud, et où on va pouvoir d'abord faire des activités très concrètes comme fabriquer du pain au levain, s'occuper des animaux, mais avec, si vous voulez, dans une atmosphère de spiritualité, d'intériorisation, et avec là autour des pratiques de reliance. Alors nous, attendez, pratiques de reliance, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors nous, voilà, on offre aussi dans le cadre du laboratoire ce qu'on appelle des ateliers de travail qui relient. Alors le travail qui relie, c'est une méthodologie méthodologie qui vise à développer justement les capacités de l'être humain à devenir acteur de la transition. Alors ça veut dire à se relier avec les autres. C'est une reliance en profondeur à soi-même, aux autres, à la terre, et puis dans une perspective chrétienne, parce qu'on peut tout à fait l'ouvrir au divin, ou à Dieu, à cette dimension de mystère qui nous épasse. Et là, on va avoir toute une série de pratiques, d'exercices. Ça se passe généralement dans la nature, donc de relations à la nature, de relations aux autres, individuelles, par deux, en groupe, pour aller justement travailler ce lien en profondeur, dans le sens de justement pouvoir redécouvrir, nous enraciner dans la gratitude, mais aussi pouvoir honorer notre souffrance pour la terre, parce que, vous savez, nous sommes souvent des êtres divisés intérieurement. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel hiatus entre, d'un côté, la gravité des problèmes écologiques et toute l'information qu'on a et l'insuffisance des changements de comportement? Eh bien, à mon avis, c'est parce que nous sommes divisés intérieurement entre notre tête et notre cœur. L'information, elle nourrit la tête, mais posons-nous la question, est-ce que véritablement elle descend à l'intérieur de nous pour venir toucher, brûler notre cœur? Est-ce que notre cœur pleure face aux souffrances de la terre? Eh bien, dans ces ateliers, on va permettre d'aller explorer tous ces sentiments-là. C'est ce que vous appelez transformer le cosmos intérieur, c'est ça? Alors voilà, c'est transformer le cosmos intérieur. Alors ça, c'est encore une autre dimension. Ça va être, par exemple, transformer le cosmos intérieur. C'est quels sont tous les ressorts intérieurs qui nous font participer à ce système consumériste qui détruit la planète. Ça peut être notre puissance de désir, désorientée, manipulée, capturée par le marché, donc en fait captive aussi notre peur. Notre peur de manquer. La peur du manque, derrière laquelle il y a finalement la peur de la mort, donc le refus de la finitude. Donc on va aussi ouvrir des espaces dans ces ateliers pour aller travailler, explorer, exprimer tout ça, et puis essayer par un travail de compostage intérieur, de transformation. C'est un mot qui revient pour la deuxième fois, là. Voilà. C'est une jolie image pour dire qu'il y a tout un travail intérieur à mener. Voilà, pour en fait aller vers peut-être des énergies ou des émotions qui peuvent être à un moment donné quelque chose qui va nous conduire à des formes d'apathie et d'inertie, comme le découragement, l'impuissance, la culpabilité, mais que là-dedans, il y a des énergies qu'on peut travailler en les exprimant, en les partageant, non pas pour s'y enfermer, mais justement pour ensuite en faire des ressorts pour s'engager. Si je suis triste, si j'accueille cette tristesse par rapport à ce qui arrive à la Terre, ça veut donc dire que je l'aime, cette Terre. Et là, en fait, on a un premier moteur. Si je suis en colère
face à ce que certaines multinationales et autres font, eh bien ça veut dire que la colère, c'est la même énergie que le courage, à partir du moment où je la travaille. Quand on vous dit aujourd'hui, Michel-Maxime Heger, vous êtes un prophète de l'éco-spiritualité, un prophète d'un nouveau positionnement des chrétiens et des autres aussi par rapport à l'écologie, comment est-ce que vous réagissez ? Alors d'abord, je ne me considère pas du tout comme un prophète, je me considère plutôt comme une forme de passeur, peut-être oui, ou de témoin, et en ayant plutôt le désir eh bien, de pouvoir justement valoriser en fait l'apport de personnes beaucoup plus importantes que moi, et qui, comme je pense à par exemple à un Pierre Rabhi dans l'agroécologie. Qui a préfacé votre livre La Terre comme soi-même. Voilà, mais il y en aurait d'autres, des grandes figures, et ça ce sont de véritables prophètes, et qui justement et puis on pourrait revenir à Gandhi, on pourrait revenir à Václav Havel, à Mandela, enfin toutes ces grandes figures qui ont vraiment été des militants à leur manière, et moi je suis simplement là quelqu'un qui essaie d'être très, très humblement au service de cette transition, en mettant à disposition des ressources et en valorisant alors ce qu'a été l'apport des vrais prophètes dont je ne me considère pas, à vrai dire, l'un d'eux. Michel-Maxime Heger, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à venir sur ce plateau de Ciel Mon Info pour une émission parrainée par Stop Pauvreté. Je rappelle que vous avez publié aux éditions Labor et Fides La Terre comme soi-même, repère pour une éco-spiritualité, un livre qui est préfacé par Pierre Rabhi. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.